Je ne vais pas parler de théorie, je vais parler uniquement d'expérience vécue. Je vais essayer de partager un petit peu ce que j'ai vécu et ce que je vis aujourd'hui. Et effectivement, si quelque chose peut être utile, particulièrement aux étudiants qui sont là, ce sera vraiment un privilège pour moi que d'aider à développer des carrières pour l'avenir. Alors, l'Université Saint-Joseph, j'y suis associé depuis très longtemps. Je n'ai pas étudié à l'Université Saint-Joseph, comme vous le savez, mais j'aurais bien voulu étudier à l'Université Saint-Joseph et surtout je partage avec vous, au Conseil stratégique, un certain nombre d'évolutions de l'université, un certain nombre de, je dirais, d'ambitions pour l'université. Et ce que j'espère, c'est que cette institution continuera à se développer d'une manière tout à fait égale aux ambitions qu'on y porte. Je voudrais aussi remercier l'ESA. Je sais que l'ESA s'est très bien développée au cours des dernières années. À partir du moment où elle offre une opportunité pour tout un chacun de vraiment poursuivre un rêve d'avenir, ceci est excellent. Alors, on va parler du management en temps de crise. D'abord, je vais passer 2 minutes pour dire qu'est-ce que c'est qu'une crise, parce que c'est un terme qui est souvent galvaudé. Il y a des périodes qui durent très longtemps, on dit finalement c'est la crise. Ça n'est pas vrai. Une crise est un moment très court dans le temps. Crise, puisque je m'adresse à des étudiants, ça vient du terme grec crisis, et crisis, ça veut dire jugement, décision, c'est instantané, c'est court, ça doit se faire. Et on va en parler. Alors, les crises, il y en a beaucoup. Moi, je vais essayer d'illustrer 2 crises particulières, et à partir de ces 2 crises particulières, je vais donner un certain nombre de références qui seront applicables, à mon avis, dans toute crise, d'une manière ou d'une autre. Alors d'abord, il y a 2 types de crises, de manière générale. Il y a les crises, ce qu'on appelle les crises internes, et puis il y a les crises externes. Qu'est-ce que c'est une crise interne? C'est une crise dans laquelle vous vous trouvez dans votre entreprise, dans votre pays, dans votre association, dans votre organisation, mais vous êtes le seul dans cette crise. C'est-à-dire votre environnement fonctionne très bien, les gens autour de vous qui ont les mêmes activités que vous fonctionnent très très bien, ils ont de très bons résultats, vous êtes le seul dans cette situation. Et là, je ferai une référence à Nissan en 1999, puisqu'en 1999, Nissan était en situation de crise, que je vais qualifier, et alors que tous les constructeurs japonais étaient en bonne situation, l'ensemble des constructeurs mondiaux étaient en très bonne situation. Alors comment peut-on qualifier la crise de Nissan en 1999 ? C'est une entreprise que de 1990 jusqu'à 1999 avait perdu des parts de marché mondiales, c'était assez conséquent. C'est une entreprise qui, sur les 9 années entre 90 et 99, avait eu 8 années déficitaires dans lesquelles elle avait perdu de l'argent. C'est une entreprise qui avait cumulé une dette en 1999 d'une vingtaine de milliards de dollars, devenant l'entreprise la plus endettée parmi l'ensemble des constructeurs automobiles. C'est une entreprise qui, pendant 9 ans, a une marge opérationnelle de 1%, alors que l'ensemble des entreprises du secteur avaient 4% en moyenne de marge opérationnelle. Un retour sur capitaux investis en moyenne de 1%, alors que l'ensemble des constructeurs, en moyenne, avaient un retour sur capitaux investis de 10%, et je peux vous continuer la liste. Alors, est-ce que c'est ça la crise? Pas du tout. Ça aurait pu continuer. La crise est venue du fait qu'à partir d'un certain moment, les banques, effarées par la dette de Nissan, 20 milliards de dollars, ont dit on ne prête plus. Donc vous avez 2 mois devant vous, vous avez un problème que les Américains appellent le cash crunch, vous risquez d'aller à la faillite parce que vous n'avez plus de cash. Là, vous êtes en situation de crise, parce que là, il faut décider sur qu'est-ce qu'il faut faire avant qu'effectivement vous ayez le coup près de la sanction financière. Première situation de crise, crise interne, vous êtes le seul dans cette situation. Deuxième exemple, alors beaucoup plus actuel, c'est la crise externe. Vous êtes en bonne santé, vous êtes une entreprise ou un pays ou une association qui fonctionnait bien, vous avez votre plan de développement, et tout d'un coup, le monde s'effondre autour de vous. Tout d'un coup, tous les paramètres changent, et tout d'un coup, vous subissez les conséquences de quelque chose dont vous n'êtes absolument pas responsable. Vous subissez les conséquences de quelque chose que vous ne comprenez peut-être même pas. Et ça, c'est la crise financière, puis économique, qui s'est abattue sur le monde à partir de septembre 2008, et le déclencheur, ça a été la faillite de Lehman Brothers, qui a eu lieu en septembre 2008, qui a déclenché une crise financière dans le sens où les banques ont arrêté de prêter, les banques ont arrêté de se prêter entre elles, les banques ont arrêté de prêter aux entreprises, elles ont honoré les engagements déjà pris, mais elles n'ont absolument refusé d'aller au-delà de ces engagements, alors que nous rentrions dans une situation dans laquelle les entreprises avaient besoin de plus de financement. Alors l'industrie automobile a été particulièrement touchée pour 2 raisons. D'abord, l'industrie automobile utilise beaucoup de cash. Nous sommes de très gros employeurs. Renault Nissan emploie 350 000 personnes en direct et emploie
pratiquement 10 fois plus de gens chez les fournisseurs ou chez les distributeurs. C'est-à-dire que vous avez quelque chose comme 3 350 000 personnes qui sont associées à l'activité de Renault-Nissan. Donc vous ajoutez à cela l'ensemble des constructeurs automobiles, vous avez un pacte d'emploi très important. C'est bien pourquoi les États se sont précipités pour aider les constructeurs, parce qu'ils savaient très bien que s'ils laissaient les constructeurs automobiles faillir, ils allaient retrouver avec un problème d'emploi colossal. Nous sommes aussi de très grands investisseurs. Nous avons des flux très importants sur le plan mondial. Nous importons des pièces de Chine, de Thaïlande, du Brésil. Nous exportons des voitures à partir du Japon dans le monde. Donc, le besoin en fonds de roulement est très important. Tout ça, c'est du cash. Et finalement, nous sommes de très gros investisseurs, puisqu'un groupe comme Renault-Nissan investit par an 7 milliards de dollars entre les nouveaux modèles et les nouvelles technologies. Et donc, multiplier ça par l'ensemble des constructeurs, vous voyez que les enjeux financiers sont très importants. Donc, à partir du moment où les banques arrêtent de prêter, elles sont immobilisées, eh bien, vous avez une situation de crise parce que vous avez un problème de liquidité, quelle que soit votre situation de santé. Vous pouvez être une entreprise extrêmement performante, extrêmement profitable. Si vous avez un problème de liquidité et que ce problème n'est pas traité, vous allez dans le mur. Alors, situation de crise, septembre 2008, qui s'aggrave octobre-novembre 2008, et finalement, qui entraîne une nécessité de prendre une décision. Et comme vous le savez, ces décisions ont été prises, elles ont été prises en concertation avec les États. Le gouvernement américain est intervenu pour aider les constructeurs américains, le gouvernement français est intervenu pour aider les constructeurs français, le gouvernement allemand est intervenu pour aider les constructeurs allemands, le gouvernement japonais est intervenu pour aider les constructeurs japonais, et chacun l'a fait à sa manière, certains de manière plus vocale que d'autres, certains de manière beaucoup plus visible que d'autres, mais tout le monde a eu droit à ce type de solution. Situation de crise entraînant un jugement et une décision. Alors, pour l'industrie automobile, cette crise était vraiment très importante puisque c'était la plus grave de son histoire. Nous n'avons jamais, depuis le début de l'industrie automobile, connu une crise de cette ampleur. D'autant plus qu'à la crise financière qui s'était déclenchée, il y a eu une crise, une très forte récession. Et la récession vient du fait que 2 tiers des acheteurs d'automobiles dans le monde utilisent un emprunt pour acheter la voiture. Donc vous comprenez tout de suite que quand les banques arrêtent de prêter de l'argent, eh bien, une grande partie de ces 2 tiers de consommateurs disparaissent du marché, et donc vous trouvez avec une contraction très forte de la demande. Alors voilà, 2 exemples précis, et on va dire, bon, ben, finalement, vous vous retrouvez dans une situation comme ça. Nissan, 1999, cash crunch, vous avez 2 mois devant vous pour prendre une décision. 2, vous vous retrouvez en octobre-novembre 2008, vos réserves de liquidité sont en train de disparaître parce qu'il faut payer les salaires, il faut payer les fournisseurs, il faut payer vos investissements, et tout d'un coup, vous avez des banques qui ne prêtent plus, et vous vous retrouvez dans une situation dans laquelle il faut prendre des décisions, il faut faire preuve de jugement, et il faut agir très très vite. Alors, comment on manage dans des cas comme ça? C'est le sujet de la conférence, et on va utiliser ces 2 références pour parler de manière très concrète. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est partir sur 6 ou 7 recommandations de base, en disant finalement, voilà les choses qu'il faut faire, et il faut bien les faire. Alors, on les fait de manière différente selon qu'on ait une crise interne ou une crise externe, on les pondère de manière différente, mais dans tous les cas, il faut les faire. Alors, il faut savoir que la grande différence entre une crise interne et une crise externe, c'est que quand vous êtes dans une crise interne, il y a un grand scepticisme vis-à-vis du management. Dans le cas de Nissan en 1999, l'ensemble des employés de Nissan avaient un grand scepticisme vis-à-vis du management, en disant finalement, vous nous amenez là où on en est, on ne peut pas vous faire confiance pour nous sortir. Et c'est là où les outsiders ont un avantage par rapport aux gens qui viennent de l'intérieur, parce qu'ils n'ont pas souffert ce problème de crédibilité. Ce qui n'est pas le cas de la crise externe, puisque quand la crise est externe, les gens le savent, et donc ils n'attribuent pas forcément au management la responsabilité directe de ce qui se passe, mais ils en attendent beaucoup. C'est-à-dire que leur exigence en ce qui concerne la qualité de ce management sera très très forte.